une conférence avec Monsieur Pierre-Yves Joffard, donc, qui est professeur à PSE, École d'économie de Paris, directeur de recherche au CNRS et puis directeur d'études EHESS. Et on va parler économie avec vous. Bienvenue, installez-vous au pupitre. Je suppose que ça fonctionne. Oui, ça marche très bien. Alors, vous avez une présentation dont je vais lire le titre « Prévenir ou guérir quelques éléments économiques ». Voilà, c'est à vous, Monsieur Joffard. Merci. Donc, merci pour cette invitation. Je ne sais pas si la présentation se met en... Ah, voilà. Voilà, c'est votre engin. Maintenant, il faut que j'apprenne à savoir comment ça... Ah bah ça a l'air de marcher. Donc merci pour cette invitation. Alors je dois dire que pour commencer, je suis absolument pas spécialiste du tout du muscle ni de son économie, mais j'ai accepté cette invitation avec grand plaisir parce que pour cette possibilité d'échange que ça m'offre. Donc c'est un raisonnement très égoïste. Alors avant de commencer de parler d'offrir quelques réflexions sur la prévention et son évolution et surtout son évaluation. Sur l'activité musculaire, juste peut-être un tout petit élément de réflexion économique qui se place dans un temps assez long. Ce qui est assez frappant, c'est l'évolution du travail. Si on se place encore une fois sur une échelle de temps d'un siècle ou d'un peu plus, il faut avoir en tête qu'au début 20e et même pendant la première moitié du 20e siècle, dans nos sociétés déjà un peu développées, qui étaient encore des sociétés très agricoles et industrielles, mon écran s'est éteint. Voilà. L'essentiel des personnes, que ce soit d'ailleurs les hommes ou les femmes, exerçaient une activité physique au quotidien, et le travail s'appuyait sur un besoin d'exercice physique et d'activité physique. Donc l'activité physique était rémunérée. Aujourd'hui, dans des sociétés tertiaires qui sont les nôtres, c'est exactement l'inverse. On a des modes de travail qui reposent beaucoup moins sur l'activité physique, et c'est l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens payent pour exercer une activité physique à travers l'abonnement à des salles de gym, des coachs, etc. Donc on a un renversement complet. Il y a un siècle et demi, on était payé pour faire du muscle. Aujourd'hui, on doit payer pour faire du muscle. Donc, ce qui veut dire que toute action de santé publique qui va essayer de chercher à baisser la perte d'activité physique va se heurter à des forces assez profondes sociales, notamment à l'organisation du travail. Un autre élément, je crois aussi à avoir en tête, même si c'est pas totalement au cœur du sujet, mais on l'a vu, la question de la nutrition, de la malnutrition, la sous-nutrition ou la malnutrition plus généralement, est également liée. Je crois que c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, dans le monde, les morts, le nombre de décès imputables au surpoids ou à l'obésité dépasse de très très loin. C'est même un rapport probablement de 1 à 10 les morts dans le monde causées par la nutrition. Donc là aussi, dans l'histoire des sociétés humaines, c'est un phénomène très très récent. Pendant des siècles, des millénaires probablement plus longs que ça, le manque de nourriture, la faim était une cause de mortalité importante. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas réduire l'obésité ou le surpoids à un excès de nourriture, mais en tout cas, on voit que le phénomène s'est complètement modifié, et il s'est modifié de manière dans une période assez récente, en tout cas en termes d'évolution de long terme. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est sur ces questions-là, et c'est vrai sur les questions d'activité physique comme sur les questions de nutrition, la présence de très fortes inégalités sociales. Encore une fois, si on regarde l'évolution de l'obésité sur un siècle, début XXe siècle, l'obésité, c'était l'obésité des riches, des rentiers, des personnes qui n'avaient pas besoin de travailler avec leur corps pour gagner de l'argent. C'est eux qui étaient en surpoids, c'est eux qui étaient obèses. Aujourd'hui, l'obésité et le surpoids frappent disproportionnellement beaucoup plus les catégories populaires, les catégories défavorisées. Donc on a une inversion
du gradient social, qui est aussi un élément assez important à prendre en compte. C'est vrai sur l'obésité, c'est vrai aussi sur l'activité physique, dans une certaine mesure. Mais en tout cas, cet élément de population très différente et d'inégalité sociale doit être vraiment au premier plan lorsqu'on réfléchit aux politiques publiques à mettre en œuvre pour améliorer la santé de la population et le faire de manière pas trop coûteuse. Alors, c'est un toujours ce. Alors, lorsqu'on parle de prévention, de quoi on parle? De pas grand-chose. D'abord. Donc là, il ne s'agit pas uniquement de la prévention dans le domaine de l'activité physique. Vous l'avez compris, c'est l'ensemble des dépenses de prévention et c'est la part des dépenses de prévention dans la dépense totale de soins de santé dans tous les pays de l'OCDE, avec l'évolution 2013-2023 en bleu. Vous voyez qu'il y a des différences, enfin, en gros, c'est à peu près, disons que c'est similaire. Puis 2021, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait plus trop quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a contribué à une augmentation très très forte des dépenses de prévention dans les dépenses de soins. Évidemment, c'est le Covid. Donc vous voyez que la France, on est quand même pas mal sur la droite de ce graphique. Et donc avec une part de la dépense totale de soins consacrée à la prévention qui est de l'ordre de 2%. Donc c'est très faible. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, de la moyenne des pays riches qui est de 3%. On est très en dessous de certains pays comme le Canada, la Grande-Bretagne, où la Grande-Bretagne on est à 5-6%. Donc c'est quand même 2-3 fois plus élevé qu'en France. Si on regarde simplement comparaison, pour en revenir, tiens, ça a décalé. Comparaison toujours sur cette part des dépenses de prévention dans la dépense totale de soins, pour prendre des pays qui sont relativement comparables, parce que relativement proches, la France et le Royaume-Uni, vous voyez qu'en France, on est à peu près on est stable, on est à peu près à 2%, et ça fait sur une période de 10 ans. Et puis, en Grande-Bretagne, on est nettement au-dessus, on est à 5,5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité de consacrer aussi peu de ressources à la prévention. Et on le voit également, ce n'est pas une fatalité, même en France, même sans changer radicalement de système, eh bien on voit que lorsque survient une pandémie majeure et une crise évidemment de tout premier ordre, eh bien les dépenses de prévention augmentent fortement en France. Ce qui s'est passé en 2020, ça a augmenté fortement. Pourquoi? Les tests anti-Covid, les premiers tests étaient remboursés 72 € par test. Ça assurait des revenus assez copieux aux laboratoires qui étaient capables d'en faire, et ça a surtout incité beaucoup de laboratoires à en faire. Donc tant mieux, c'est ça qu'il fallait faire. Ça a quand même coûté pas mal de sous. Et 2021, évidemment, c'est les vaccins. Donc vaccins, tests, deux des mesures phares de prévention qui ont été particulièrement importantes en 2020, 2021 et 2022. Mais vous voyez que dès 2023, eh bien, tout est rentré dans l'ordre. On arrête de faire de la prévention. Donc en tout cas, d'y consacrer beaucoup de ressources. Alors, la comparaison avec le Royaume-Uni nous dit autre chose. C'est-à-dire que même en dehors de périodes de crise sanitaire majeure, on est capable, étant assez vague, mais il est possible de consacrer beaucoup plus de ressources à la prévention. Mais ça veut dire quoi? Si on regarde le système, il n'y a pas de pilule magique, c'est pas une réponse très simple, parce que c'est le système de soins, notamment de soins primaires en Grande-Bretagne, est très très organisé autour de la prévention. On a une organisation des soins primaires qui est avec un peu comme des maisons de santé pluriprofessionnelles qui cherchent à prendre en charge une population dans ses problèmes de santé en tenant compte de ses caractéristiques socio-économiques également, de la précarité qu'elle peut rencontrer ou autre, et qui essaye de prendre en compte la santé dans l'ensemble de ses dimensions. Vous avez des établissements de soins qui ne sont pas rémunérés uniquement à travers l'acte effectué par tel ou tel médecin, mais qui sont rémunérés globalement en fonction
des caractéristiques de la population prise en charge et de certains indicateurs de santé publique et évidemment d'indicateurs d'activité quand même. Donc ça s'éteint tout le temps. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est possible, mais évidemment si la seule réponse à dire c'est il faut s'organiser, il faut tout changer en France et tout mettre à plat et faire comme les Anglais et les Gallois, c'est pas sûr qu'on y arrive du jour au lendemain. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai. En fait, je voulais quand même garder un peu de temps pour les questions. Donc, il y a une demi-heure au total, hein, c'est ça. Donc, bon, je vais essayer de faire. C'est désespérant parce que je ne vois pas du tout. Ça dure une seconde. Lorsqu'on pose la question, et c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a un discours qu'on entend très souvent, c'est « Ah bah oui, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est mieux pour la santé et ça coûte moins cher ». Alors, si entre deux actions possibles, il y en a une qui est meilleure que l'autre pour la santé et qui est moins chère que l'autre, alors oui, effectivement, c'est celle-là qu'il faut faire, il faut abandonner, il faut arrêter de faire l'autre. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Meilleur pour la santé, très souvent, la prévention est meilleure pour la santé que le traitement. Bah oui, parce que souvent, si ça permet d'éviter l'apparition de la maladie ou de réduire la gravité quand la maladie arrive ou de réduire les conséquences de la maladie quand elle s'est installée, bah oui, c'est meilleur pour la santé. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est moins coûteux? Là, ça dépend. Les évaluations sont assez variables. On a des interventions qui, effectivement, sont relativement peu coûteuses et qui permettent d'éviter certaines pathologies qui, elles, vont être très coûteuses à traiter. Donc là, on a des exemples d'interventions qui sont du strict point de vue du budget de l'assurance maladie ou du coût total des soins sur le parcours de vie, qui sont efficaces, qui sont très efficaces, puisque non seulement elles sont meilleures en termes de santé, mais en plus, elles sont moins chères. Donc là, évidemment, encore une fois, c'est ça qu'il faut faire en priorité. Mais on a également des interventions qui sont... ça peut être plus cher de prévenir que de guérir, dans certains cas, mais lorsque c'est bien meilleur pour la santé de prévenir que de guérir, ça veut dire que c'est également ça qu'il convient de faire. Donc, comment on peut essayer de s'y retrouver à travers ça, d'essayer de faire un petit peu un bilan de ce qui existe. Alors, c'est vraiment... Désolé, hein, il y a quelques évaluations qui sont un peu de référence, qui ont cherché un peu des méta-analyses, hein, qui ont cherché à prendre tout un ensemble d'interventions possibles pour améliorer, notamment pour réduire la mortalité, dans tous les domaines possibles, et pas seulement dans le domaine des soins de santé. Les interventions qui cherchent à réduire la mortalité, ça peut aller de la sécurité routière à la sécurité industrielle, à la qualité de l'alimentation, à des actions sur l'environnement ou les pesticides, évidemment aux soins de santé aussi. Et donc, ça peut être intéressant de comparer l'ensemble de ces mesures, à la fois en termes de coûts de mise en œuvre, coûts d'implémentation et bénéfices pour la santé. Exemple, sécurité industrielle, on va renforcer les normes de sécurité ou les normes contre l'émission de particules polluantes. Ça coûte cher. Ça peut coûter des sous, il faut installer des filtres. Ça peut avoir également un effet positif, bénéfique sur la santé des populations, notamment environnantes. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? On est amené à se poser cette question. Un autre exemple, alors là je vais peut-être donner un exemple un peu provocateur, sécurité nucléaire. Marcel Boiteux, qui a longtemps été directeur général d'EDF, et qui était par ailleurs un grand économiste, et y compris un chercheur. Quand on l'interrogeait sur le coût de la sécurité nucléaire en France, il disait que ça a causé plusieurs milliers de morts. Alors les gens disaient, il n'y a jamais eu d'incident nucléaire majeur en France.
Non, ce qui a coûté très cher, c'est le fait que les normes de sécurité soient incroyablement rigides et soient extraordinairement coûteuses. Si on avait dépensé un dixième de ça pour améliorer la sécurité routière, on aurait sans doute épargné des milliers de morts. Vous voyez, c'est le type de raisonnement que font les économistes, qui sont quand même un peu tordus, mais qui se disent, si on a une somme à dépenser dans la société, et si notre but, c'est, avec cette somme, d'améliorer le plus la santé de la population, il va falloir évaluer où est-ce que tel euro dépensé augmente davantage la santé de la population et où est-ce que ça l'augmente moins. Voilà. Ça permet de définir des priorités. Alors, tous ces calculs sont très imparfaits, mais ça permet de définir des priorités. Ça ne dit jamais où est-ce qu'il faut s'arrêter dans la liste. Mais en tout cas, on peut voir ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus coût efficace. Et puis si on a encore du budget, on descend et puis on peut continuer à améliorer. Même si ça coûte cher, on peut le faire. Mais il faut commencer par faire ce qui coûte le moins cher. Voilà. C'est commencer par ramasser les pommes en bas du pommier plutôt que d'aller chercher tout de suite celles qui sont en haut. Alors, il y a eu quelques exercices qui ont essayé d'évaluer plein d'interventions tous azimuts. Vous voyez que c'est un exercice assez à la fois ambitieux, qui a beaucoup d'incertitudes, etc., mais en utilisant la même métrique. C'est-à-dire quand on dit améliorer la santé de la population, oui, mais il faut encore, si on veut comparer la sécurité nucléaire et le remboursement de tel protocole de soins, il faut avoir la même métrique sur l'outcome, qu'est-ce que ça produit. Donc en général, ce qui est utilisé, ce sont les années de vie en bonne santé, les QALY, que sans doute plusieurs d'entre vous dans cette salle connaissent. C'est des années de vie en bonne santé, qui est un critère qui permet de représenter dans une même métrique à la fois les gains en termes de réduction de la mortalité, donc d'allongement de la vie, d'une vie plus longue, et de qualité de vie, c'est-à-dire à la fois plus d'années de vie et plus de vie dans chaque année. Donc tout ça, je vais dire que c'est fragile. Non, ça repose sur plein d'hypothèses, mais au moins les hypothèses sont explicites, donc on peut savoir où est-ce que c'est fragile, où est-ce que c'est pas fragile. Dans ces comparaisons, lorsqu'on identifie des mesures qui sont moins coûteuses et bénéfiques à la santé, évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et et c'est le cas pour la plupart des mesures qu'on cherche à évaluer, ça va être bon pour la santé, mais ça va être coûteux. Et donc là, on va être ramené à des critères de choix qui sont, s'il y a une forte amélioration de la santé par euro dépensé, il faut le faire. S'il y a une amélioration plus faible par euro dépensé, il faut peut-être s'interroger, ou en tout cas, ce n'est pas la première chose à faire. Alors, d'ailleurs, tout ça est une vision extraordinairement rationnelle des choses, et donc lorsqu'on compare plein d'interventions pour réduire la mortalité, en termes de coût par année de vie gagnée, on va avoir quand même des choses qui sont relativement homogènes. Pas vraiment. Ça, c'est un premier papier qui date, c'était dans les années 90, uniquement à partir de données des États-Unis, et c'est la distribution du coût par année de vie gagnée de différentes mesures. Alors le papier s'appelle 500 Life-Saving Technologies. Donc ils ont passé en revue une grosse méta-analyse, pas loin en fait il y en a plus que 500, mais 587 c'était sans doute moins bien pour le titre. Et donc qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre la première barre à gauche. Alors là c'est l'idéal. C'est le Graal, c'est des mesures qui ont un coût par année de vie santé qui est négatif. C'est-à-dire que par rapport aux mesures existantes, elles sont moins onéreuses et elles sont bénéfiques pour la santé. Bon, alors ça c'est pas mal, c'est quand même 10%. Donc, et puis après, vous avez tout un ensemble de mesures avec pas mal de mesures qui se situent entre
entre 10 000 et 100 000 dollars par année de vie santé, par année de vie en bonne santé gagnée. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Ça dépend de combien socialement, collectivement, politiquement, la société est prête à dépenser pour la santé de ses membres. On peut estimer que c'est beaucoup, on peut estimer que c'est pas beaucoup. Puis vous voyez qu'il y a aussi des interventions qui sont du domaine de plusieurs milliards, voire même des milliers de milliards par année de vie par année de vie gagnée. Donc là, évidemment, le bon sens, autant que l'analyse économique, va recommander de ne pas mettre en œuvre ces mesures-là, en tout cas tant qu'on n'a pas mis en œuvre toutes celles qui sont avant. Donc, probablement jamais. Article plus récent, et qui est là vraiment au cœur de la question, un article dans le New England, donc plus récent aussi avec des données plus récentes, mais qui voit à peu près la même chose, et qui a passé en revue aussi tout un tas j'ai plus en tête le nombre exact de mesures qui ont été évaluées. Alors là, en revanche, c'est les mesures qui sont analysées et comparées, c'est uniquement dans le domaine des soins de santé. Donc ça réduit quand même un peu l'hétérogénéité. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même pas loin de 20% des mesures qui sont cost-saving, c'est-à-dire qui améliorent l'état de santé tout en permettant de dépenser moins. Et puis vous avez aussi, alors là, tout en bas à droite, vous avez l'autre cas qui là, pour lui, et pour le coût, est aussi très intéressant. Ce sont des mesures qui augmentent les coûts et qui sont défavorables à la santé. Donc ça, évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire en priorité. Et donc voilà. Donc, si on regarde et ce graphique-là est intéressant aussi parce qu'il permet de comparer les mesures de prévention aux mesures de traitement. Alors parfois, pour certaines pathologies, on peut avoir le choix. Parfois, c'est pas forcément pour la même pathologie que c'est comparé. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, globalement, on a plutôt, mais c'est pas complètement clair, mais enfin, on a plutôt des mesures préventives qui sont par année de vie en bonne santé gagnée, plutôt moins onéreuses que les soins de santé. Bon, tout ça, c'est assez abstrait. C'est peut-être un peu plus concret, en tout cas pour les professionnels de santé qui sont dans la salle. Pour moi, c'est parle pas forcément, mais vous avez quelques exemples ici mis par les auteurs d'interventions qui peuvent être soit cost saving. Alors cost saving, donc des mesures qui coûtent pas très très cher, qui permettent d'éviter des maladies qui seraient coûteuses à soigner. Typiquement, vous avez à peu près tous les vaccins. En tout cas, beaucoup de vaccins. En tout cas, lorsqu'ils sont correctement ciblés sur la population qui peut le plus en bénéficier, typiquement, les vaccins ont un coût d'efficacité extrêmement favorable. C'est ce qu'on voit là sur la première ligne, le vaccin contre la grippe, l'Haemophilus influenza de type B chez les nourrissons. Ça, c'est cost saving. À l'inverse, comme mesure de prévention qui est citée comme absolument pas à faire, prophylaxie antibiotique, donc l'amoxicilline pour les enfants avec des lésions cardiaques modérées, qui, dans un processus de catétérisation urinaire, ça, c'est pas bon, c'est pire pour la santé et ça coûte cher. Donc ça, faut pas le faire. Mais vous avez aussi dépistage. Les mesures de dépistage sont ambiguës. Certaines sont très coût-efficaces. Mais si on le fait trop souvent, par exemple, le rapport coût-efficacité baisse très fortement. Si vous faites un dépistage, et on le voit bien, si vous faites un dépistage tous les 5 ans ou tous les 2 ans, vous allez détecter un certain nombre de cas. Si vous le faites tous les 15 jours, vous allez détecter beaucoup moins de cas. Ça va quand même coûter aussi cher. Et donc, le coût par
cas évités va être beaucoup plus élevé. Donc là, sur la question des dépistages, la question de la fréquence se pose, la question du ciblage également se pose. Lorsque vous dépistez une population qui est plus susceptible de développer telle ou telle maladie, évidemment, vous allez avoir un ratio coût-efficacité qui est plus favorable parce que vous allez, avec le même test, en détecter davantage. Lorsque vous détectez au sein d'une population générale, lorsque vous essayez de détecter une maladie très rare, il va falloir beaucoup de tests pour détecter un cas et pour prévenir un seul cas. Donc, ça va être... Donc, voilà. Par exemple, question de ciblage différentiel, dépistage du diabète chez les plus de 65 ans en population générale, ou dépistage ciblé uniquement pour des personnes souffrant d'hypertension. Si vous le faites uniquement sur les personnes ciblées, c'est plus exactement, pardon. Si vous le faites en population générale, au lieu de le faire uniquement sur les personnes ciblées, vous allez détecter davantage de cas, c'est sûr. Mais le coût par cas détecté va être très élevé. Vous êtes de l'ordre de $600 000 par année de vie en bonne santé. Donc là, ça veut dire qu'encore une fois, il faut s'interroger. Il y a sans doute des choses beaucoup plus efficaces qui permettraient d'améliorer beaucoup plus la santé de la population pour le même budget qu'un tel programme. Vous avez la même hétérogénéité, la même diversité pour des traitements, pour des interventions de type curatif. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en résumé, la comparaison prévention-traitement. Alors, vous voyez que vous allez peut-être être frustré ou déçu. J'ai très peu parlé de muscles, ni d'intervention, ni d'évaluation d'intervention dans le domaine du muscle. Donc, je ne vais pas être très utile à vos réflexions pour resituer, replacer le muscle au cœur des politiques publiques. Ce qu'on peut dire, c'est que la prévention par rapport au traitement, c'est parfois moins coûteux, parfois plus coûteux, mais ça peut rester très coût-efficace, et puis parfois, c'est pas efficace. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, et notamment dans une construction de plaidoyer, il faut développer des évaluations. Si vous arrivez avec tout un ensemble d'arguments auprès des pouvoirs publics pour dire qu'il faut absolument mettre en œuvre cette politique publique parce qu'elle améliore énormément la santé de la population, c'est évidemment un élément essentiel de l'argumentaire, mais si vous arrivez sans avoir aucun élément sur les coûts de mise en œuvre du programme, il n'est pas sûr qu'on vous écoute très très longtemps. Donc évaluer en termes de coûts et d'impact sur la santé, c'est important, c'est très délicat, et notamment dans le domaine de la prévention. Pourquoi ? Parce que évaluer l'efficacité et le coût-efficacité d'un médicament, c'est un produit, ça reste quelque chose de beaucoup plus simple. Lorsqu'on parle de prévention, on parle souvent de modification de comportement, et donc on va parler de quoi ? On va parler aussi d'inégalités sociales, de populations qui sont très différentes, de certaines populations qui vont adopter assez facilement ou assez rapidement des bonnes pratiques ou des pratiques plus favorables à la santé, puis d'autres populations qui seront plus rétives, pour lesquelles ce sera d'autres interventions qui vont pouvoir être efficaces. Et ça a été beaucoup analysé pendant les 3 premières années du Covid, et c'était déjà analysé avant, autour de la question de l'hésitation vaccinale. On voit que l'adoption d'un geste préventif qui peut, pour beaucoup, être considéré comme quand même très très naturel, pour certaines populations, ne va pas de soi du tout. Et donc, on a besoin aussi de comprendre ces déterminants. On a besoin de comprendre les déterminants. Pourquoi les gens se comportent de cette manière-là ? Qu'est-ce qui pourrait leur faire adopter des comportements plus favorables à leur santé ? Donc, et d'ailleurs, on le voit peut-être pour conclure, sur l'évaluation de l'obésité ou du surpoids dans un pays qui est très très fortement touché par ce problème qui est les États-Unis. Les États-Unis, on a à peu près les 2 tiers de la population en surpoids et 1 tiers de personnes, en tout cas avec un IMC
qui les qualifient d'obèses. Et il y a eu les autorités de santé publique ont essayé de faire des choses, sans doute moins qu'ailleurs, mais en tout cas essayer de modifier les comportements. Ces messages sur contre la sédentarité, manger mieux, etc. Ils existent depuis longtemps et ce qu'on voit, c'est que la prévalence elle a augmenté. Puis depuis 2 ans, elle baisse. Pourquoi ? Parce que y a un médicament miracle. Alors ça, évidemment, faire changer les comportements, c'est difficile. Donner un médicament à quelqu'un et le médicament fonctionne sur son corps, ça, c'est beaucoup plus facile à évaluer. Donc, ces traitements ont une efficacité forte et un rapport coût-efficacité très favorable pour les personnes très obèses. Ils ont également un rapport coût-efficacité assez favorable pour des personnes en obésité non morbide. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à mobiliser que les campagnes ou que les politiques publiques auxquelles on peut penser pour développer ou maintenir la santé musculaire. Je crois qu'il n'y a pas de comprimé à prendre pour maintenir sa force musculaire tout au long de sa vie. Le jour où ça existera, ce sera différent. Mais encore une fois, il faudra l'évaluer, il faudra voir. Est-ce que si cette pilule coûte très très cher, ça sera peut-être plus efficace de continuer à faire du counseling et à essayer d'aider les gens à faire eux-mêmes un renforcement musculaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Quand l'économie éclaire quand même nos débats, vous n'avez pas, faute de temps, parlé aussi de l'autre versant des études. C'est les études sur le coût de l'inaction qui sont aussi importantes. Alors, le coût de l'inaction. Oui. En creux, oui, quand même, parce que ces études sur lorsqu'on évalue une mesure, c'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Donc c'est soit par rapport à un traitement déjà existant, déjà prescrit, etc., soit par rapport à ne rien faire. Oui, donc c'est quand même. Oui, c'est vrai. Vous en avez parlé. Mais parfois l'inaction est meilleure. Oui, parfois elle est meilleure, mais comme nous sommes aux assises du muscle, l'inaction est tout à fait catastrophique, sachez-le, cher monsieur. Merci beaucoup, on l'applaudit encore, s'il vous plaît.